Avec Stéphane, pour parler de développement de Laval, Stéphane, on se rend compte, il y a à peu près, je ne sais pas combien de ponts à Laval, je ne les ai jamais comptés, mais il y en a des dizaines, ça c'est une certitude. Puis à quel point, justement, ça peut être la rivière, un cours d'eau important, bon pour le développement, mais ça peut être aussi un frein, là. Exact. La rivière des Mille-Îles, la rivière des Prairies, a été source de revenus, source d'ouvrages, les marchands de glace et tout ça. Mais aussi, ça a été un obstacle à franchir pour le voyagement. Les premiers colons, autant Colons. de façon... Bien, on a eu des services de traversiers, comme dans Saint-Vincent-de-Paul. Ceux qui connaissent bien Saint-Vincent-de-Paul, vous avez la rue Bellevue qui descend. Ouais. On juge que vers 1730, puis assurément au moins en 1760, il y existe une traverse qui se rend jusqu'à Montréal-Nord, à Montréal de l'autre côté. Et c'était un Sébastien Rocan. Et plus tard, ça va être une famille Sigouin qui va continuer à faire la traverse jusque dans les années 1950. Et en face, c'était la famille Larchevêque à Montréal-Nord. Il va y avoir des mariages entre les deux familles, entre les Larchevêque et Sigouin. Parce qu'il y a plus... Les gens qui vivaient à Montréal le long de la rive nord ont plus de choses en commun que les Lavallois, que les gens qui vivaient de l'autre côté de l'île. On va retrouver souvent des mariages entre les deux, comme les Ploufs à Cartierville puis à la barre à Ploufs. Mais on retrouve aussi la traverse à Laval-sur-le-Lac, qui est encore en activité. Ben oui. 1861. C'est une traverse, quand on va l'ériger, ça couvre à peu près 200 mètres. Ça va relier l'île Bizarre à Sainte-Dorothée. Cette traverse-là, Laval-sur-le-Lac maintenant, qu'on dit, mais ça va être relié par un câble éventuellement. Et il y a un monsieur qui s'appelait Vitalien, un nom particulier pour aujourd'hui, Vitalien Bigras. Les Bigras, qui est une famille assez marquante de la région, d'ailleurs. Vitalien Bigras, qui va installer un câble qui va relier, et comme ça, en attachant le bac, le traversier, après le câble, c'est la force de la rivière qui va le pousser jusque l'autre côté. Et Vitalien, lui, hérite de la traverse, de l'opération, parce qu'il a marié une veuve, et la veuve, son métier, c'était d'être passeur, d'être traversier. Monsieur Clermont, Ovide Clermont, mais j'oublie son nom de Mais famille. est-ce que les... parce qu'on parle aussi des deux rivières, par exemple, la rivière des Mille-Îles, la rivière des Prairies, mais les deux rivières aussi qui ont un profil aussi différent, là. Oui. Tu sais, quand je parle de profil, évidemment, sinueuses, qui ont un courant très fort. La distance entre chaque rive n'est pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Ouais. D'ailleurs, à Montréal, les premiers ponts sont sur la rivière des Prairies. C'est le pont La Chapelle en 1836, parce que les distances ne sont pas très éloignées à cet endroit-là. Puis d'ailleurs, le pont La Chapelle, c'est un monsieur Pascal Persilier dit La Chapelle qui a construit ce pont-là. Et lui, il exploitait depuis une dizaine d'années avant, à cet endroit-là, une traverse qui permettait de relier au chemin Bel-Air, qu'on appelle le boulevard Curé-Labelle, qui mène jusqu'au pont qui allait jusqu'à Terrebonne, jusqu'à Saint-Eustache, navré. Et donc, c'était un chemin important. Et Pascal Persilier-Lachapelle, en 1836, l'année suivante, il tente de brûler son pont. OK. Est-ce qu'il est tombé sur la tête? Non. Il est tombé en bas du pont. Mais c'est que c'est un patriote. C'est les troupes politiques qui commencent, les troupes anglaises. Ils pensent incendier son pont pour empêcher les troupes anglaises de passer sur son pont. Ouais. C'est l'hiver et les troupes anglaises, à ce moment-là, se méfient de lui. Alors, ils vont plutôt passer sur la glace, sur la rivière. Et ce monsieur Lachapelle-là, il n'est pas bénin parce qu'il construit aussi le pont Viau. En 1847, et le pont des Saint-Anges. Le pont des Saint-Anges, je t'en ai pas parlé, mais il était où on retrouve à peu près le pont Papineau. Okay. Lui, il a été détruit il a été construit en 1849. Il disparaît en 1874 parce qu'il y a eu les voyageurs de bois qui transportaient du bois de l'Outaouais jusqu'à Québec. Le bois était adapté en radeau, fait qu'on flottait dessus. Le pont flottant qu'on appelle ou ce qu'on appelait des cages, finalement. Okay. Et les cages, ils frappaient toujours le pont, puis ça endommageait le pont. Et juste pour démontrer l'importance du commerce du bois à l'époque, plutôt que faire attention, on va démolir le pont, tout simplement. Et tous ces ponts qu'on énumère,
c'est fait en bois, j'imagine, principalement, parce que c'est le matériau le plus proche, qui est à proximité ici sur le territoire. Il existe plusieurs des représentations, des gravures et même des photos, dans certains cas, de ces ponts-là. Et on voit qu'ils ne sont pas vraiment comme aujourd'hui. Non, c'est ça, l'architecture n'est pas... en béton armé, des choses comme ça. Hein. Vous avez des ponts intéressants aussi, le pont Papineau-Leblanc, qui n'est pas très vieux, 1968, mais il gagne un prix d'architecture pour sa création. Et c'est un pont à haubans centraux, parce que les câbles qui soutiennent le pont, on appelle ça des haubans, c'est des bateaux, les câbles qui descendent. On appelle un pont en hauban. Et les câbles qui descendent retiennent le pont, mais là, ils sont au centre. Fait que ça en fait, au moment de sa création, le plus grand pont à haubans centraux en Amérique. Mais il est tellement tout seul dans sa catégorie que... Mais le pont Pineuf aussi... qui a été construit en 1937, et la traverse l'Archevêque et Sigouin à Saint-Vincent-de-Paul. Quand le pont Pineuf est construit, elle continue d'être opérée, la traverse, parce que les gens ne pouvaient pas passer en auto, finalement. Fait que le pont Pineuf, lui, est créé en 1937. C'est pour donner de l'ouvrage aux gens lors de la période de la crise économique. Contrer la crise économique, finalement. Crise économique. Est-ce qu'on peut dire que ces ponts-là, encore aujourd'hui... sans dire que c'est l'équivalent du stade olympique, par exemple, pour Montréal, mais en même temps, compte tenu qu'on a beaucoup d'endroits où on traverse à Laval, les ponts représentent quand même une certaine identité, autant à l'époque représentaient une identité pour ces endroits-là où ils étaient, puis les villages ou les paroisses où ils étaient. Sans les ponts, Laval, les banlieues ne seraient pas ce qu'elles seront. Là. Ça serait peut-être, il y aura probablement des quartiers très urbanisés, mais il y aurait des endroits qui ne sont pas encore... Moi, je ferai une gageure avec vous. Le pont de la 25, le pont Olivier-Charbonneau, on met à l'honneur du premier colon de l'histoire de Jésus. Lui, il va amener un développement immobilier à Saint-François, c'est sûr. Les terres agricoles, ils vont prendre de la valeur, il va y avoir de la spéculation. Quand il va y avoir un aîné qui va ranger sa fourche puis son tracteur, va peut-être vendre sa terre, parce qu'il n'y a pas toujours les enfants qui veulent reprendre. La ferme aussi, c'est un métier qui est difficile. Ouais. Puis sur la rivière des Mille-Îles, il y a le pont qu'on appelle le pont au bout de Curé-Labelle, le pont Marius-Dufresne, construit par le célèbre architecte Marius Dufresne. D'ailleurs, ce pont le tue. Fait que quand il finit par le construire, il y a une pièce du pont qui se détache et lui tombe sur la terre. Il en meurt. J'ai l'impression que ça doit être assez rapide. Mais... J'étais pas témoin. On n'a pas vu le replay. Non, il n'y a pas de séquence. C'est pas comme au hockey. Ce pont-là, quand il est construit, c'était pour remplacer un pont qui existait autrefois de 1854 jusqu'en 1946. Un pont qu'on appelait le pont Plessis-Bellaire, de la fameuse famille Bellaire qui habitait en face. Et ce pont-là, qu'on appelait le pont Croche, parce que l'hiver, il était tordu. Hein. L'impact des Patriotes, ça en a eu sa place ici sur le territoire lavallois, puis je pense que même le pont de la rue des Patriotes. C'est le pont qu'on appelait Porteus. C'était un Anglais, je pense un Écossais, qui avait une compagnie qui faisait... Il y avait une distillerie de l'autre côté, dans ce qu'on appelle Rosemère maintenant. Je pense Rosemère. C'est que je me trompe, mais en tout cas, l'autre côté de la rivière des Mille-Îles. Et ce pont-là enjambait la rivière et ça permettait aussi à faire amener à Montréal, par les divers chemins, de la potasse. C'était quand même des choses qu'on exportait du milieu rural pour les usines de coton, pour le blanchissement du coton. Et ce pont-là, c'est le premier à enjamber la rivière des Mille-Îles. Il a existé de 1832, donc 2 ans avant, finalement, celui de Terrebonne. En 1832, il existe jusqu'en 1854, au moment où il est trop en mauvais état. On va le remiser pour construire le pont Plessis-Bellaire, qui est remplacé, lui, par le pont Marius Dufresne. Mais le pont Porteus, lors des événements de... décembre ou novembre 1837, la bataille de Saint-Eustache, les troupes anglaises vont penser emprunter ce pont-là et les patriotes qui étaient dans la région, à Sainte-Rose, vont affaiblir les piliers du pont. Alors, les troupes anglaises vont plutôt passer sur la glace pour se rendre jusqu'à Saint-Eustache, où il va y avoir la dite bataille. Et il y a un lien aussi, c'est pour ça qu'après, ils n'iront pas prendre le pont La Chapelle. Ils savent que les ponts, c'est peut-être des endroits peut-être pas sûrs. Alors, ils vont passer par les glaces dorénavant. Puis, est-ce que ça visiblement, est-ce qu'il y a d'autres ponts aussi qui, de par les années aussi qui s'en sont suivis, qui ont eu
Tu avais un lieu fondateur aussi dans Laval, là, c'est dans Saint-Vincent-de-Paul. On parlait d'un père dans nos premiers épisodes, d'Almas, qui avait remonté la rivière des Prairies, qui était un jésuite, puis il avait vu des cabanes d'Amérindiens, je pense que c'était des Hurons. Je pense que c'était des Hurons. Il voit des cabanes, c'est le ruisseau Lapinière. Proche de la prison de Saint-Vincent-de-Paul, qui est le premier noyau villageois de Saint-Vincent-de-Paul. Et on a construit un pont là dès 1739 pour enjamber la rivière. Donc, ça a été... c'est un pont... Il a été remplacé à travers les époques. Il y en a toujours un. Il ne date pas de 1739, fait que soyez pas inquiets quand vous passez dessus. Il faut s'en retourner tantôt. Là. Fait que... mais il enjambait un ruisseau. C'est pas une rivière, mais c'est quand même des premiers ouvrages sous le régime seigneurial, parce que sous le régime seigneurial, il faut se rappeler, le seigneur, il doit fournir des services, dont des routes. Et c'est des ponts, bien, il doit faire un pont parce que les communications des gens pour se rendre au moulin et au lieu de culte, il fallait le faciliter. Mon Dieu! Et c'était dans ses devoirs de seigneur. Puis il y a le pont de Terrebonne aussi, également le pont Sophie Masson, d'ailleurs. Sophie Masson, exactement. Vous avez le pont Terrebonne, lui, en 1834, c'est dans les premiers ponts qui enjambent une rivière dans l'histoire de Jésus, qui va permettre la renaissance paroissiale de Saint-François. Les ponts amènent des activités économiques. Si vous vous approchez dans des endroits où il y a un pont, vous allez voir que les bâtiments traditionnels ont moins un aspect rural, ils ont plus un aspect urbain, peut-être un peu vieillot, mais urbain. Et ça se peut aussi qu'il y ait pas très loin de ces ponts-là, en tout cas, du moins à l'époque, là, des endroits religieux, des noyaux villageois, où l'église les églises est quand même pas très loin aussi de là. J'ai cru remarquer ça aussi. Bien, quand vous suivez de voir des Laurentides, vous allez avoir plusieurs paroisses. Vous avez l'ancienne paroisse Saint-Christophe, l'église Saint-Christophe, quand vous montez, à côté du métro Cartier. D'ailleurs, le pont Viau, quand on le refait en 1930, parce qu'il a été refait plusieurs fois, mais avant 1930, il connectait sur la rue Saint-Hubert. Allez vous promener sur la rue Saint-Hubert à côté. Vous allez voir comme un petit village Far West. C'était une architecture ancienne, mais commerciale. C'était des commerces là. Intéressant tout ça. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est en 1904 que la municipalité de la paroisse de Saint-Élyséard est créée. Il faut dire que c'est un fait unique dans l'histoire de l'île Jésus. Elle est composée de parties de 3 municipalités, soit Sainte-Rose-de-Lima, Saint-Vincent-de-Paul et aussi Saint-Martin. La municipalité de la paroisse de Saint-Élyséard, qui couvre d'ailleurs le territoire de la paroisse catholique du même nom. Elle a été créée en 1901, soit 3 ans avant d'ailleurs la municipalité. Et ce, pourquoi? Parce qu'on voulait desservir la population et on jugeait les autres églises paroissiales là, trop éloignées. À sa création, on compte là, plusieurs vastes étendues agricoles ainsi que 3 noyaux villageois connus sous le nom de Canton Bélanger du village donc Cap-Saint-Martin et de Saint-Élyséard. Le village de Saint-Élyséard se situe et se développe à cette époque-là près des actuels, d'ailleurs, où on peut retrouver de nos jours le boulevard des Laurentides et le boulevard Saint-Élyséard, et près de l'église paroissiale. Et pour ce qui est du canton Bélanger, de même que le village du Cap Saint-Martin, ce sera de l'est à l'ouest des actuels boulevards des Laurentides, où, à l'époque d'ailleurs, vont travailler, parce que c'est évidemment près de ces lieux-là, où va se développer la carrière, également le chemin de fer. Donc, les différents résidents de l'époque vont, pour la plupart, travailler à la carrière. En 1904 va se tenir le premier conseil municipal et selon les procès-verbaux de l'époque, on peut y voir les différentes occupations des résidents de l'époque. Entre autres, on y retrouve des tailleurs de pierre, des carriers et des cultivateurs, de même que des marchands qui seront proposés par la population pour faire partie du premier conseil municipal. Finalement, Adélard Monette, un entrepreneur, sera élu le premier maire. Au début de son existence, Saint-Élyséard évolue autour de 3 villages, soit le canton Bélanger, le village de Saint-Élyséard et également Cap-Saint-Martin. Évidemment, Cap-Saint-Martin aussi est connu dans l'histoire de l'île Jésus, là, comme faisant partie intégrante au départ de la municipalité de la paroisse
de Saint-Martin, mais finalement, elle s'y est détachée en 1904. Dans le but de remédier à la situation, pour faire oublier l'association entre Cap-Saint-Martin et Saint-Martin, on adopta en 1924, lors de février 1924, une résolution pour faire changer le nom. Donc, le nom est passé de Cap-Saint-Martin à Cap-Saint-Elzéar, mais aussitôt, la population locale, finalement, s'y opposant. Donc, un mois plus tard, lors d'une autre séance publique, soit en mars 1924, on abrogea ce règlement pour revenir au nom initial, soit celui de Cap-Saint-Martin. C'est un véritable pas vers la modernité que se dote là, le conseil municipal en 1924, un pas vers la modernité parce qu'on veut l'implantation de l'électricité partout sur le territoire, dont entre autres sur ce qui est un des artères routiers importants, le boulevard des Laurentides, mais anciennement connu sous le nom boulevard Tachereau, le rang Saint-Elzéar, maintenant connu sous le nom de boulevard Saint-Elzéar, et le tout était jusqu'aux limites donc de la municipalité, jusqu'au début finalement de la paroisse de Saint-Christophe, connue 2 ans plus tard sous le nom de Pont-Vieux. Avec ce projet, on vise l'électrification des 3 municipalités, soit connues évidemment les villages de Cap-Saint-Martin, aussi de Canton-Bélanger et de Saint-Elzéar. On aura donc cette ambition avec 10 lampadaires implantés sur le territoire, chacun de 100 watts. 3 le seront déployés dans chaque noyau villageois et un dernier qui se situera très précisément là, sur le terrain donc, du mécanicien Paul Fallot, parce que lui se trouve avec son commerce dans un point central de ces 3 villages. Comme la plupart des secteurs de l'île Jésus, à cette période des années 50, avec le baby boom et aussi de nombreuses familles qui désirent passer de Montréal aux banlieues, eh bien, il y aura un changement de statut ici. Saint-Elzéar deviendra ville, c'est en février 1956. Il y aura de part et d'autre du boulevard des Laurentides, d'ailleurs, l'apparition de nombreux quartiers résidentiels, de nombreuses maisons qui vont s'y construire et le développement, évidemment, commercial aussi suivra. En 1962, on change de nom, soit la ville de Saint-Elzéar qui passe de Saint-Elzéar à Vimont. Il y aura aussi, dans les mois, les années qui vont suivre, beaucoup de constructions et de changements dans différentes infrastructures de la ville. On peut, entre autres, remarquer la construction d'un hôtel de ville, l'établissement de plusieurs parcs aussi, de même que la construction d'une caserne de pompiers et aussi pour la population, 2 piscines extérieures qui vont apparaître sur le territoire de Vimont. La population de Vimont grossit rapidement, même selon les chiffres de l'époque, on estime à plus de 150 % le rythme. Je vous exprime le tout avec des chiffres encore de façon plus concrète. De 4000 âmes en 1961 et 1 an après la création de la ville de Laval en 1966, on passe donc de 4000 âmes à 10 000 âmes. Et aussi, le taux d'accroissement va pendant plusieurs années, pendant cette période, être de 20 %. La rue Aimé-Séguin a été nommée par le conseil de la ville de Saint-Elzéar en 1958. C'est en l'honneur à M. J. Aldéric, donc Aimé-Séguin, qui fut nommé prêtre ici en 1952 et qui fut d'ailleurs un homme très impliqué, très apprécié auprès des citoyens ici. Entre autres, il créa le club des 4H ici à Saint-Elzéar, ce qui permit à plusieurs centaines de jeunes annuellement de pouvoir se rendre dans la nature à sa résidence à Saint-Donat. Et également, il se retira en 1966 et décéda ici, donc sur la rue Hauteuil à Laval. C'était en 1970. Le conseil municipal de la ville de Saint-Elzéar nomma la rue Édouard-Pagé en l'honneur de M. justement Édouard Pagé, qui fut maire de la municipalité de la paroisse de Saint-Elzéar. C'était entre 1941 et 1944. Et ce décret tomba
pour nommer la rue Édouard-Pagé, c'était en 1959. La rue Joseph-Prévost fut nommée par la ville de Vimont en 1961 et M. Joseph Prévost, d'ailleurs, détenait une partie des lots qui forment aujourd'hui cette rue. Et c'est pourquoi, évidemment, on a nommé cette rue en son honneur. Il faut dire aussi que M. Joseph Prévost a travaillé pour la municipalité, étant secrétaire trésorier entre 1936 et 1939. Laval-Ouest, d'abord connu sous le nom de plage de Laval, était tout d'abord un lieu de villégiature et de vacances avant de connaître par la suite et de devenir aussi d'ailleurs un lieu résidentiel. En 1926, la firme, la société Warren et Archer Smadbeck se porte acquéreur de plusieurs terres qui étaient jusqu'alors des terres qui étaient exploitées pour le domaine agricole. D'ailleurs, elles étaient situées sur le territoire de la municipalité de la partie ouest de la paroisse de Sainte-Rose, connue sous le nom de Fabreville. La firme new-yorkaise a eu d'ailleurs beaucoup de succès dans des développements le long des côtes dans l'État de New York, à Long Island. Et on veut reproduire ici sur l'île Jésus le même genre de développement. Et puis justement, on se porte donc acquéreur de plusieurs terrains et on construit rapidement plusieurs chalets dont les acheteurs d'ailleurs seront pour la plupart des gens provenant de Montréal. Et on va d'ailleurs renommer ce lieu en l'honneur, en quelque sorte, du comté de Laval et ça portera le nom de Plage Laval. Rapidement, il y a une association qui se forme, soit l'Association des propriétaires de Plage Laval et il y aura aussi rapidement une étroite collaboration avec la municipalité de la partie ouest de la paroisse, donc de Sainte-Rose notamment. Il y a un secteur aussi qui s'est rapidement travaillé ensemble, soit l'électrification des rues. En mars 1929, la firme new-yorkaise Warren et Archer Smadbeck vend à l'Association des propriétaires ici de Plage Laval pour la somme symbolique de 1 $ tous les terrains, les espaces publics, de même que le fameux Clubhouse pour donc cette somme symbolique de 1 $ à la seule condition que lorsqu'il y aura une municipalité qui sera donc érigée, que ces terrains seront sous sa gouverne. Le 23 mai 1930, le village de Plage-Laval est érigé en municipalité et se détache officiellement de la municipalité de la partie ouest de la paroisse de Sainte-Rose. Le village a maintenant son propre conseil municipal qui se réunit pour la première fois le 20 juin 1930 au chalet du club de l'Association des propriétaires. En 1932, Plage-Laval devient la ville de Plage-Laval. Elle change donc de statut et elle est à ce moment-là bornée au sud par le boulevard Sainte-Rose. En 1950, elle agrandit considérablement son territoire en annexant de part et d'autre du boulevard Arthur Sauvé une partie de la municipalité de la partie ouest de la paroisse de Sainte-Rose. Au jour de l'an 1951, on change de nom pour celui maintenant de Laval-Ouest et puis la ville de Laval-Ouest va s'agrandir suite à la demande de citoyens avec l'adhésion d'une portion de la municipalité de la paroisse de Sainte-Dorothée, soit entre le boulevard d'Agenais et le chemin Saint-Antoine. Et il y aura aussi, quelques temps plus tard aussi, l'adhésion d'une partie de Fabreville. En juin 1964, il y a la ville de Laval-Ouest qui change finalement de statut pour devenir la cité de Laval-Ouest. Au cours des 35 ans de son existence, Laval-Ouest est d'abord sur le plan vacancier très populaire et par la suite, la population vient s'établir graduellement. D'ailleurs, en 1963, on compte 6500 personnes et avec la période estivale, on peut compter entre 1500 et 2000 personnes de plus. Avec l'accroissement d'une population, bien nécessairement, on doit aussi accroître également les services pour les résidents. C'est le cas lors de la construction de l'hôtel de ville et aussi de la caserne des pompiers en 1950. Et puis au tout début des années 60, le service d'aqueduc et d'égouts se développe ici, de même que pour l'usine de filtration d'eau qui se construit en 1962. Et malgré ces développements, il faut quand même vous mentionner que Laval-Ouest ne connaît pas de grand développement résidentiel significatif avant la fusion en 1965 de la ville de Laval.